Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous perpétuel. Je suis ravi de voir qu'il y a plein de monde. Du coup, je vais vous poser une question. Béatrice, faut venir maintenant, il faut s'installer. Voilà. Donc, Béatrice va rentrer sous les applaudissements du public. C'est marrant parce que c'est un peu une sorte de réunion familiale. Donc du coup, je vais vous poser une question toute bête. Je suis ravi de voir qu'il y a plein de monde. Et j'avais des interrogations sur le sujet de l'intelligence artificielle parce que c'est un truc qui est super à la mode et tout ça. Et juste, vous êtes venu plus parce que c'était la thématique de l'intelligence artificielle ou vous êtes venu plus parce que vous dites qu'il y a tellement d'incertitudes sur les marchés que c'est vraiment le moment où il faut s'informer. Donc qui est venu plus pour l'intelligence artificielle ? Ok. Qui est venu plus pour il y a des incertitudes sur les marchés? Alors voilà. Alors, je vais vous faire une confidence. Donc, je suis ravi de retrouver mon trio infernal que je retrouve tous les ans avec vous ici. Quand Eric m'a dit on va faire un truc sur l'intelligence artificielle, mon premier réflexe, ça a été de lui dire on va penser long terme. Et parce que ça ne me semble pas être un truc qui concerne simplement, a priori, sauf si c'est simplement un effet de mode, mais qui ne concerne pas simplement les 2 prochains mois. Mais je me suis dit, mais si on fait que du long terme, on va peut-être un peu décevoir les gens qui viennent nous voir et qui se disent que quelque part, ça serait peut-être pas mal d'avoir un peu des perspectives pour 2024. Donc, du coup, phénomène d'inflation, phénomène marketing ou que sais-je, en pratique, dans l'heure et demie qui vient, je ne vais pas faire une table ronde, mais je vais en faire 2. Donc vous en aurez 2 pour le prix d'une. Un, on va se focaliser sur la thématique de l'intelligence artificielle, voir si c'est effectivement du temps long, si c'est pas du temps long. J'ai entendu parler du sujet tout à l'heure autour des gains de productivité, donc on aura tous ces débats-là d'un point de vue économique. Et puis dans un temps numéro 2, on fera l'exercice traditionnel qui consiste à dire, grosso modo, comment on voit l'année 2024 et quelles sont les recommandations que l'on a en termes d'allocation d'actifs. Eric, on va commencer ensemble avec cette question toute bête. Est-ce que l'IA, c'est du temps long ou c'est du temps court? Alors, c'est une bonne question. Bon, moi, j'aime bien le temps long, hein, tu le sais, mais c'est aussi du temps court. Je pense que dans le temps court, on a vite compris que malgré, je dirais, le manifeste des 1100 stars de l'Internet de mars dernier, hein, qui ont voulu mettre en place un moratoire, un moratoire de 6 mois sur l'IA, que c'est un sujet de court terme, effectivement. Est-ce que c'est une révolution? Alors, je pense que c'est une révolution parmi l'ensemble des facteurs de productivité qui sont à l'œuvre depuis quasiment une génération. Je pense que ça poursuit, je dirais, les autoroutes de l'information telles qu'elles ont été présentées à la fin des années 90. Ça poursuit la révolution de l'Internet. Ça participe à une période où véritablement on a une période de grande découverte, ce qui est positif, hein, bien sûr, un peu comme la Renaissance, des grandes découvertes qui touchent tous les secteurs, qui touchent beaucoup de secteurs, la santé très très probablement aussi, qui va être boostée par l'IA. Donc je pense qu'effectivement c'est un élément important qu'on peut mettre en relation donc, avec l'évolution à long terme. Donc c'est du court terme, parce qu'il y a eu, je dirais, des responsables de l'Internet qui se sont un petit peu inquiétés de l'impact que cela pourrait avoir. Donc c'est du court terme puisqu'il y a ce moratoire qui n'a pas été suivi. Et ce qui signifie que d'ailleurs, plus on dit que c'est grave et gênant, plus les entreprises se dépêchent de mettre en œuvre ces différents outils, d'ailleurs, sans le dire ou en le disant. Et c'est du long terme parce qu'effectivement, moi, ça me rappelle ce que j'ai appris quand j'étais petit et que j'ai appris d'économie, secteur primaire, secondaire et tertiaire, avec donc ces évolutions qui sont reprises ici dans le graphique présenté, qui montre la décroissance donc, du secteur primaire, donc de l'agriculture, depuis 1800, hein, depuis Napoléon. Donc effectivement, je pense que c'est intéressant de voir que l'agriculture, c'était 70% de l'économie il y a 2 siècles, que cette agriculture, elle représente aujourd'hui, vous le savez, et j'ai été bluffé d'apprendre ça, 2-3% de la population active aujourd'hui, alors que bien sûr, nous mangeons tous à notre faim, ce qui montre les gains de productivité gigantesques qui ont pu être réalisés au niveau de l'agriculture. Ça a été vrai aussi donc, pour l'industrie, donc la première révolution industrielle a touché, je pense, essentiellement l'agriculture, puis l'industrie qui a progressé puis régressé, et en parallèle, c'est les services qui n'ont cessé de monter. Je pense que la révolution industrielle, pour parler de long terme, qui aujourd'hui est à l'œuvre, il n'y a pas que l'IA là-dedans, hein, mais je veux dire, tout l'ensemble des sauts technologiques en cours vont toucher essentiellement les services,
le secteur tertiaire, donc, qui apparaît ici, et on va donc transformer ces services en secteurs quaternaires. À une certaine époque, on disait que les services financiers pouvaient être le secteur quaternaire. J'avais appris ça aussi quand j'étais petit. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément évident. Donc, qu'est-ce qu'il y aura après le secteur tertiaire? C'est une question que Véronique, je pense, à laquelle Véronique pourra répondre, ou donner des éléments de réponse. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est aussi un phénomène de long terme qui nous concerne tous, bien sûr, comme on l'a vu tout au long des réflexions qui ont été produites ce matin. Véronique, est-ce que c'est une révolution ou pas? Parce que moi, très sincèrement, j'adore, parce qu'on met ces mots révolution maintenant à tour de bras. 2000, Internet, c'est la révolution. On fait pas de enfin, économiquement, j'ai l'impression qu'on a une révolution tous les 15 ans maintenant. Oui, un peu de ça. Non, mais c'est un bouleversement. Je pense que c'est un bouleversement. Est-ce qu'on peut le qualifier de révolution? On n'est pas très loin, sans doute. Mais dans la difficulté, alors je reprendrai peut-être la première question. Est-ce que c'est un bouleversement immédiat, à court terme ou à long terme? Je pense qu'effectivement, c'est une prise de conscience, qu'il y a un bouleversement qui est en train de s'opérer et qu'on en verra les conséquences sur le long terme. Et c'est toute la différence entre le métier d'investisseur, qui est toujours dans la logique FOMO, non? Fear of missing out, ok. Donc, quand on est sur les marchés, on peut dire c'est immédiat, c'est tout de suite. Et même dans la vie quotidienne, finalement, on en voit des applications qui sont quand même déjà sidérantes en termes de retombées économiques et de changements sociétaux qui vont forcément suivre. Là, je pense que ce sont des phénomènes beaucoup plus long terme, avec beaucoup d'incertitudes sur les retombées effectives de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Jean-Luc. Moi, je considère que fondamentalement, on n'a jamais vu une histoire aussi impressionnante. Cette quatrième révolution, moi je l'appelle quatrième révolution technologique, et c'est à la fois sa profondeur, à la fois ça touche tous les secteurs. Il y a convergence des gens qui finissent par travailler ensemble. Et donc, et ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle ça se passe. Et donc, la difficulté du fait de cette rapidité, c'est d'essayer de comprendre quels vont être les impacts à long terme. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors on le verra après dans la suite du sujet, c'est que c'est assez incroyable, mais après quand on regarde l'économie, on ne voit pas grand-chose. Ok, alors on va revenir là-dessus. Je reviens quand même, Eric, sur ma question. Intelligence artificielle, pardon, mais je trouve le mot pompeux. Je trouve le mot pompeux. Tout à l'heure, on évoquait, dans le graphique précédent, on évoquait les gains de productivité dans l'agriculture, parce qu'effectivement, ce n'est plus des gens qui ramassent, c'est des machines. On peut évoquer ce qui s'est passé ensuite dans l'industrie, où effectivement, ce n'est plus des gens qui font les trucs dans les voitures, c'est les robots qui font les choses. Est-ce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement une robotisation des cols blancs ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une bonne définition, assez rapide, mais juste de ce qui se passe et de ce qui a pu être dit aussi ce matin. C'est-à-dire que c'est une automatisation des tâches les plus rébarbatives. Effectivement, la documentaliste, elle n'existe plus. On a tous le souvenir, il y a 30 ans, 40 ans, qu'on suivait un dossier pour chaque entreprise avec une partie coupure de presse, une partie rapport annuel d'activité, une partie étude externe et une partie compte-rendu de rendez-vous avec l'entreprise. Voilà, donc tout ceci est totalement, je dirais, automatisé, effectivement, avec des résultats qui sont bluffants. Donc je pense que oui, quand on voit ça à notre propre niveau, c'est pour ça qu'il y a eu un choc en 2023 sur ce sujet, parce que tous, on a pris conscience de ce que ça représente, avec notamment ChatGPT, donc ces fameux outils gratuits en plus, c'est la gratuité, qui nous permettent de sortir, de voir des choses qu'on trouve de meilleure qualité quasiment que ce qu'on aurait pu faire, et qui sont justes. Bon, moi, à titre personnel, Est-ce qu'elles sont justes ? Oui, je dis ça. Est-ce qu'elles sont justes ou est-ce qu'elles relèvent de la pensée dominante de ce qu'on trouve dans le big data ? Alors, le terme juste est peut-être impropre. Elles sont factuelles. Elles sont factuelles. On sait que finalement, en tout cas pour la partie IA générative, c'est quelque chose qui prend en compte l'existant et qui fait une synthèse. Ça fait des synthèses qu'on doit avoir la capacité de jugement
suffisante pour effectivement la qualifier, hein, et considérer qu'elle est bonne, mais c'est des synthèses qui sont vraiment bien faites. Voilà, je reprends ce que je voulais dire, tu m'as coupé, mais c'est normal, ça fait partie mon métier. du jeu. C'est qu'à titre personnel, quand il y a eu la fameuse, je dirais, communication importante sur ChatGPT, j'ai regardé, j'ai dit tiens, est-ce qu'ils connaissent aussi bien que moi la littérature américaine de fantastique? Parce que j'aime beaucoup ça depuis toujours, depuis que je suis petit. Il dit tiens, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que en fait Lovecraft a copié en partie Edgar Poe? Enfin, c'est une question assez technique, assez précise. Et il m'a sorti une réponse qui était bluffante, qui était extrêmement juste. J'ai posé ensuite une autre question sur un autre auteur américain qui connaissait Howard Phillips Lovecraft à l'époque et qui a, à mon avis, plagié effectivement Lovecraft après son décès en 1937. Enfin bon. Et là, effectivement, le mot plagiat, sans que je le cite, a été utilisé. Je dis, ben oui, c'est vrai quand même. Et donc, voilà, c'est un exemple. Hein. Je pense que ça fait une synthèse. À aucun moment, il y a un jugement de valeur qui est émis par l'IA qui a travaillé. Et je trouve qu'à ce titre, c'est effectivement impressionnant et ça doit être utilisé, et je pense profondément dans nos métiers, ça doit être intégré comme un outil extrêmement performant, extrêmement intéressant, et voir le côté positif. Après, ce qu'ont dit les analystes à la première table ronde, effectivement, c'est la prospective, l'opinion est humaine. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas de faire passer des analyses ou des opinions d'IA pour l'opinion de l'analyste, ce qui pose d'ailleurs des problèmes réglementaires. On l'a vu d'ailleurs, c'est des sujets qu'on a abordés avec l'AMF et la SFAF. Ok, on est là pour parler d'économie. On va parler d'économie. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, puisque malheureusement, je n'ai pu être là pour la première table ronde de Hubert, mais je suis arrivé pendant celle de Romain, et j'entendais Marc qui parlait de productivité. Il y a un sujet majeur d'un point de vue macroéconomique, c'est le sujet de la productivité. L'impact de l'IA sur la productivité et l'état de la productivité qui est, dans la théorie économique classique, comme étant un facteur de croissance. Véronique. Oui, c'est un sujet qui est complexe. Hein. Finalement, ça fait 15 ans qu'on espère de ces révolutions technologiques successives des gains de productivité. Et 15 ans qu'on se dit, c'est un peu le miroir aux hirondelles, hein, et qu'on ne voit pas grand-chose en termes de gains de productivité. Et alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, sont les applications directement économiques de ces avancées technologiques. Finalement, si on prend l'utilisation, on a tous nos téléphones, on utilise tous Google ou je ne sais quel moteur de recherche et c'est très pratique. Effectivement, ça remplace l'assistante ou la documentaliste. On trouve toutes les informations, on peut vérifier son orthographe. Ah mince, je me souviens plus, tiens, cette expression où je cherche, je sais pas quoi, un dicton. Allez hop, on a tout sous la main. Est-ce que ça, c'est chiffrable en termes de gains de productivité ? Non, ça m'apporte beaucoup. Hein, ça nous apporte beaucoup collectivement. C'est pratique. Quelles sont les retombées économiques directes ? C'est nettement plus compliqué. Alors, bien évidemment, quand on passe dans le process de production, normalement, on a des applications plus directes. Et comment se fait-il que les gains de productivité aient presque simultanément à la révolution technologique de ces 15 dernières années, est quasiment disparu à l'échelle, pas mondiale, mais à l'échelle du monde développé. Ça, c'est un mystère. Alors, on peut avoir plusieurs réponses. Moi, il me semble que ce qui est allé de pair avec cette révolution technologique, c'est finalement une moindre distribution des gains de productivité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait des gains de productivité, on a détruit de l'emploi qu'on n'a pas compensé dans d'autres secteurs. On a moins distribué également. Ça correspond au mouvement de financiarisation de nos économies. Et résultat des courses, quand vous êtes économiste, vous dites finalement, on est tous fervents de gains de productivité. C'est dans nos gènes, c'est dans notre formation. Et in fine, on arrive à se poser la question... Mais au point d'aujourd'hui, à quoi servent les gains de productivité ? Où vont-ils ? Ils ne vont pas dans la distribution. S'ils ne vont pas dans la distribution, quelle est leur valeur économique ?
Et là, force est de constater effectivement que le monde a changé et que ces gains de productivité ne sont plus synonymes de croissance. Hein. Ils sont synonymes de hausse des revenus, mal distribués, donc pas forcément de croissance économique. Et je pense que là, on adresse un sujet sociétal profond qui a des tas de répercussions, mais qui, du coup, nuit à l'image et au discours dominant qui, autour de ces gains de productivité et de ces ressources magiques de productivité qui constitueraient le bien-être de l'humanité ou de la population. Non, c'est plus ça. Et voilà, je pense que c'est un sujet presque philosophique plus qu'économique. Hein. Mais, et on voit très bien la cassure. Hein. Regardez, gains de productivité et masse salariale, par exemple, hein, ou masse salariale par tête. On voit la cassure au début des années 80 aux États-Unis. On la voit au début des années 2000 ou 90 en zone euro. Donc, il y a voilà, la productivité, c'est bien. C'est ce qui a permis à des économies, et à la plupart des économies d'ailleurs, de passer des caps de développement absolument fabuleux, le dernier en date étant le chinois. Si la productivité, les gains de productivité ne sont plus distribués, alors arrêtons d'en attendre des miracles. Ce sera probablement l'inverse d'ailleurs. Juste, si je rebondis sur cette question-là, est-ce que ça veut dire qu'on est à la fin d'un cycle ? De quel cycle ? Du cycle de la révolution industrielle. Productivité, croissance. Là, grosso modo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le système dysfonctionne. Le système, oui, bien évidemment. Enfin, il dysfonctionne, ça dépend de quel point de vue, ça dépend de ce qu'on a comme objectif de société. Mais en tant qu'économiste, je ne peux dire effectivement que seulement que le système dysfonctionne, puisqu'il est plus redistributif et qu'il ne permet pas d'améliorer le bien-être collectif. Voilà. Jean-Luc, explication de la phrase de tout à l'heure qui consistait à dire c'est une révolution, mais à quoi ça sert à l'économie ? Voilà, alors moi j'ai une phrase, c'est du monde actuel, le gagnant emporte toute la mise. Et donc le monde dans lequel on vit, c'est une concentration incroyable à la fois des gagnants, et donc qui ont été caractérisés, nos amis précédents en ont parlé, c'est-à-dire la performance en gros d'une cinquantaine de valeurs qui sont pile poil dans cette révolution incroyable, avec une captation totale finalement de la richesse. Donc je vous redonne un chiffre, mais tout le monde l'a dans la tête, mais c'est quand même assez impressionnant. 1% de la population capte à peu près 50% de la richesse. Et ces GAFAM ont une telle puissance, ce qui fait qu'ils sont des fois supérieurs même aux États, et ils s'affranchissent même, bien entendu, des règles politiques des États. Et dans un monde précédemment où l'argent était gratuit, ces gens-là avaient la possibilité, donc on a constitué donc des monopoles, et donc le sujet est sur la table, c'est-à-dire aux États-Unis, on en parle depuis assez longtemps. Et donc vous avez un monopole qui s'est constitué de ces gagnants de cette révolution. Et quand il y a une start-up qui a une idée, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'achètent à bon compte, puisque l'argent est gratuit pour eux, puisque même si vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes survalorisé en bourse. Donc ce qui compte, c'est la part de marché, puisqu'on vous dit c'est dans 20 ans que vous commencerez à gagner. Vous prenez l'exemple de Tesla, je vous conseille de lire la biographie sur Elon Musk, vous allez comprendre vraiment comment les choses se passent. Et donc on est dans ce monde, et là se rajoute un élément qui a changé la face du monde, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de capital pour faire la même unité de croissance. Et ça touche tous les pays. Et donc, dans ce monde, quand vous voulez extraire un baril de pétrole, il faut de plus en plus de barils de pétrole pour faire un baril de pétrole. Pour faire un microprocesseur, il faut des sommes astronomiques, ce qui fait qu'il y a une concentration là aussi dans quelques pays ou même dans quelques sociétés qui ont la capacité à faire ça. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que dans ce monde où la concentration, alors imaginez les pays émergents, donc imaginez l'Afrique. Et donc là, vous allez avoir, parce que tout le monde se dit, ça va être formidable, c'est extraordinaire, mais je vous donne quand même un chiffre pour l'Afrique subsaharienne, 40% des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc l'écart qui s'est constitué, on va dire, juste avant le Covid, qui est en train de s'accentuer avec la misère qui est en train de se remettre dans le système, et on parlera de la Chine. Donc quand vous regardez la Chine, vous voyez, la productivité est en train de s'effondrer. Et la Chine a utilisé, c'est-à-dire toute personne,
a ce téléphone, et sur ce téléphone, il y a tout. Donc vous imaginez, en termes de productivité, ça devrait être extraordinaire. Alors il y a une des raisons pourquoi c'est tout, parce que Xi Jinping, il veut tout savoir. D'accord. Et on en parlera après derrière avec le monsieur a cité, donc Marc Alibaba, où là j'ai une petite discordance sur le point de vue. On n'a qu'à la faire tout de suite. Alors, on l'a fait tout de suite. Donc, mais vite. Mais très vite, excusez-moi, mais bon, on me demande de répondre. Et donc, il faut comprendre qu'à la tête d'Alibaba, Xi Jinping, donc oui, d'abord, Xi Jinping a voulu tuer les BAT, hein, l'équivalent des GAFAM. C'est lui qui a voulu les tuer. Pourquoi ? Parce que ça devenait des contre-pouvoirs. Et des gens comme Alibaba étaient en train, si Xi Jinping n'était pas intervenu, étaient en train de dominer le monde, et notamment les GAFAM. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a mis à la tête d'Alibaba un de ses copains qui est un communiste. Et donc, je rappelle quand même le fonctionnement. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses. Xi Jinping, il est marxiste en économie. Vous avez bien compris, c'est Mao, hein ? OK ? Pas en plus gentil. Il est léniniste en politique, il est national-socialiste vis-à-vis de l'étranger. Donc, si vous voulez, ça change complètement la donne. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. Comment comprendre, nous, qui sommes dans un monde libre, de dire on a une entreprise comme Alibaba qui est extraordinaire. Bon, du jour au lendemain, vous avez vu, ils devaient faire une cotation, ils l'ont allumé, ils l'ont coupé en rondelles. Jack Ma a disparu, comme ça se passe de beaucoup de dirigeants. Il est réapparu, puis il a compris, parce qu'on a lui mettre un peu quelques trucs de torture. Il a perdu quelques ongles des doigts de pied. Et donc, ça l'a ramené à la raison. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Le cours est au plus bas. Hein. Donc, quand vous avez un type qui est quand même à l'intérieur, qui connaît un petit peu la boîte, il a sorti 380 millions. Alors, il y a peut-être une raison uniquement purement physique, c'est-à-dire qu'il a peut-être envie de se barrer à l'étranger parce qu'il n'a pas envie de terminer dans les geôles chinoises qui sont tout à fait accueillantes. Ok, je voudrais qu'on parle maintenant, juste derrière moi, je vous ai mis le classement de l'impact économique de l'IA par pays. Eric, on parlait de la performance, et quand on regarde la performance des marchés boursiers, on voit les 7 magnifiques qui font la pluie et le beau temps sur le marché américain. Est-ce que l'IA, c'est la victoire des États-Unis ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Hein. Bon, on le voit sur ce visuel, là, sur cet histogramme. Oui, moi, je pense que c'est la victoire des États-Unis. Je pense qu'il faut inscrire ça à nouveau dans l'histoire très très longue, où chaque siècle a été dominé par un pays. Le 20e a été dominé par les États-Unis, le 19e par l'Angleterre, le précédent par la France. Et donc les États-Unis essayent de maintenir leur domination sur la planète. Et je pense qu'effectivement, en termes politiques ou géopolitiques, l'IA est une forme de poursuite de cette domination avec les 7 Magnificents, donc les 7 magnifiques ou les 7 merveilles, on appellera ça comme on veut, avec cette concentration, ces inégalités au sein des entreprises comme on l'a au sein des ménages, au sein des particuliers. Hein. Je pense que c'est un sujet que je trouve vraiment important, notamment même en termes macroéconomiques généraux, en prospective de long terme. Les inégalités, lorsqu'elles deviennent trop importantes, tuent la croissance. Il y a des exemples historiques, je pense que l'Argentine en est un, peut-être, ou probablement, j'ai discuté ça avec Véronique, mais bon, je pense que c'est un sujet important. Et là, je pense que, bien sûr, le monde est inégalitaire par nature, c'est évident. Il faut des inégalités, mais là, on atteint un tel sommet que forcément, ça tue la croissance. C'est de la non-redistribution, effectivement, des gains de productivité. C'est cette société qui représente 30% de la bourse américaine. C'est énorme. Et ça va continuer. Il n'y aura pas de limite à ça. Parce que, effectivement, je pense que c'est une forme de régression, mon point de vue, d'avoir des inégalités qui sont aussi importantes. C'est mon sentiment personnel. Hein. Alors, et donc, pour répondre à la question, effectivement, oui, je pense que le premier gagnant, c'est les États-Unis, bien sûr. Véronique, c'est la théorie du ruissellement qui se fait honteusement massacrer ce matin ? Oui, si cette théorie a encore... je ne crois plus qu'elle ait beaucoup de défenseurs, hein, mais parce que les chiffres sont là et qui sont quand même extrêmement
violent. Donc oui, la théorie du ruissellement, mais qui a vraiment cru? Donc elle peut se faire massacrer, elle n'existe pas. Et je pense que le monde actuel fait probablement qu'elle a de moins en moins de chances d'exister. Et ce que disait Eric est très vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les inégalités sont telles que le fossé se creuse de plus en plus et que de fait, ça ruisselle de moins en moins. Alors ça ruisselle, si, ça tourne en rond entre une proportion de population de plus en plus réduite. Donc oui. Jean-Luc, je reste sur ce graphique parce qu'il est intéressant. Avec la barre noire, c'est la France. Bon, on n'est pas en tête, mais c'est pas une surprise. En revanche, juste au-dessus de nous, il y a la Chine. Est-ce que c'est le... il y a de cela quelques années, quand on se voyait, on disait quand est-ce que la Chine va dépasser le PIB des États-Unis? Mais non, c'est marrant, c'est la question qu'on ne pose plus. Est-ce que la Chine est rentrée dans une situation plus que difficile? Voilà. Alors, avant de parler de la Chine, je veux parler de tous ceux qui sont tout en bas. Et donc, si vous faites la somme, donc la Chine, c'est 1,4 milliard. L'Inde, c'est 1,4 milliard ou 1,5 milliard. Maintenant, ils ont dépassé la population chinoise. Bon, la Russie va disparaître en termes de population. Le Brésil, le Brésil est en plein boom de population. Et donc, quand vous faites la somme de tout ça, vous apercevez ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont à la traîne. Alors, parlons de la Chine. Xi Jinping, pour lui, l'intelligence artificielle, c'est le cauchemar. Donc imaginez, moi j'ai fait le test, que j'ai posé la question à ChatGPT et je lui ai dit pourquoi Macron est autant détesté en France. Et donc il m'a répondu, bien entendu, et j'ai trouvé que la réponse était bien construite. Et vous posez la même question, imaginez un Chinois qui dit qu'est-ce que tu penses, ChatGPT, de Xi Jinping? Donc l'autre, il n'a pas envie, d'accord. Et deuxième chose qui fait la force de l'intelligence artificielle, c'est les données. Et donc, vous avez un système de censure qui fait que les données, on les coupe. Donc, je donne juste deux exemples. En plus, quand ça ne plaît pas à l'empereur, à vie, et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vire la donnée. Donc, on a deux données là, qui ont disparu donc, en septembre. C'est celle du taux de chômage des jeunes. Donc, il était mauvais, donc allez, hop, on l'enlève. Et puis, il y a une deuxième donnée qui a disparu, c'est la crémation. Et donc, comme il ne veut pas qu'on sache combien il y a eu de morts avec le Covid, puisqu'il nous a expliqué qu'il y avait 6 000 morts, et c'est pour ça qu'on s'est fait piéger, on pensait qu'il y ait tout. Et donc, ils sont dans une problématique, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils n'ont plus accès aux microprocesseurs. Et donc, ce que disait donc, le dirigeant du Parti communiste, pourquoi ça allait mal chez Alibaba, c'est qu'il a fait des provisions de microprocesseurs pour faire tourner son truc, mais il dit on n'aura plus accès à cette technologie. Alors, ils ont annoncé qu'ils arrivaient à graver 5 mm et tout, mais d'abord, c'est dans un laboratoire, et puis après, vous savez, c'est comme Pinocchio, c'est-à-dire quand il raconte un truc, le nez s'allonge. Et alors nous, en tant qu'occidental, si vous voulez, on y croit. Et on l'a cru dans les années 75. Imaginez, il y a toute une partie des gens de ma génération qui étaient pro-Mao. Quand on voyait les horreurs qui se passaient à l'époque, c'était quand même assez surprenant. Donc, à mon avis, là, ils sont en train de décrocher. Ils sont en train de décrocher. Et nous, on s'auto-flagellait pendant des lustres. Et là, juste, je termine. Le gagnant, c'était celui qu'on a montré tout à l'heure, c'est les États-Unis. Et dans cette lutte fratricide qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, quand le numéro 1 voit qu'il peut perdre sa place de numéro 1, il fait tout pour garder sa place de numéro 1. Et quand le numéro 2 veut prendre la place du numéro 1, il fait tout pour prendre la place du numéro 1. Donc vous avez compris, c'est entre la Chine et les États-Unis. Et ça va faire quoi? Ça va faire que la réglementation qu'on devrait mettre pour pouvoir supprimer ces monopoles incroyables, de couper en rondelles comme on l'a fait au début du 19e siècle avec Rockefeller, ça ne se passera pas. Parce qu'on est dans des termes, et ça sera la même chose pour le réchauffement climatique. C'est-à-dire que cette lutte géopolitique entre ces deux zones font que le réchauffement climatique passera en deuxième partie. Voilà. Ok. Je voudrais maintenant qu'on parle d'un sujet, Véronique, c'est l'inflation. Et toujours en l'intégrant sur le sujet de l'IA. On parlera tout à l'heure de l'inflation à court terme. Est-ce que, profondément, l'impact sur l'inflation est très favorable, c'est-à-dire très déflationniste?
Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Et l'impact immédiat, si on a de la productivité, effectivement, et que l'IA remplace les humains au travail, a priori, c'est déflationniste. Ça, c'est pas très compliqué. C'est un peu plus compliqué quand on essaye d'englober l'ensemble du processus et du développement de l'intelligence artificielle, en particulier quand on considère son coût énergétique, par exemple, et pas que celui de l'IA, celui de ces nouvelles technologies dont le coût est exorbitant et encore plus choquant, si je peux dire, ou qui interpelle d'autant plus quand on le met par rapport à la perspective environnementale et à tous les efforts qu'on essaye de faire à la fois pour faire face à ce qu'on estime être les besoins énergétiques à venir, qui sont loin, me semble-t-il, d'intégrer les coûts additionnels des nouvelles technologies et du développement des nouvelles technologies dans la perspective. Donc, et sur ce plan-là, si on part du principe, je crois qu'on a de bonnes raisons de partir de ce principe-là, que nous sommes face à une saturation et une raréfaction de la ressource et de la ressource énergétique qui est créatrice structurellement de chocs d'offres, un peu comme celui qu'on a vécu ces 2 dernières années, alors oui, il y a un ferment inflationniste ou un ferment d'instabilité qui peut venir indirectement du développement très rapide de l'IA et des nouvelles technologies. Voilà. Éric. Alors, oui. Ouais. Juste pour rebondir, parce que moi, je suis assez surprise de voir qu'on n'a pas du tout la même approche avec, enfin pas les mêmes métiers avec Jean-Luc, et finalement, j'ai exactement la même vision que lui, c'est-à-dire l'influence dominante aujourd'hui du combat que se livrent Xi Jinping d'un côté et les États-Unis de l'autre, qui domine toute, me semble-t-il, la politique économique. Et en matière d'inflation, je pense qu'on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la politique de la Fed, et en particulier sa frilosité par rapport à la réduction du bilan, parce que c'était quand même assez facile de se débarrasser de l'inflation, même de provoquer un bon vent de déflation, si on avait été un peu plus hasardeux à ce niveau-là. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? À mon sens, parce que c'est stratégique, c'est géostratégique, parce qu'ils ne peuvent pas couper l'herbe sous le pied du gouvernement Biden dans sa lutte stratégique contre les États-Unis. Donc c'est une cause contre la Chine. Une cause étatique qui participe également de ce sentiment trouble qu'on peut avoir aujourd'hui à l'égard des perspectives d'inflation ou des questions, est-ce que la Fed en a fait assez, est-ce qu'elle n'en a pas fait assez ? Elle n'en a pas fait assez, c'est évident. Ça finira peut-être par suffire temporairement, mais c'est clair qu'elle n'en a pas fait assez et qu'elle ne pouvait pas en faire beaucoup plus, sans doute, de la même manière que les Européens et que la Banque Centrale Européenne n'en a pas fait assez si on considère effectivement le peu d'avancées en matière de bilan, donc budgétaire. Parce que là, ça aurait été couper l'herbe sous le pied des gouvernements. Alors, vous me direz, la Cour de Karlsruhe s'en est très bien chargée après coup, mais voilà. Donc, tout ceci pour donner l'importance de ce facteur géopolitique, géostratégique dans l'économie et dans le diagnostic y compris, qui est forcément extrêmement difficile à pondérer et à prendre en considération, mais qui est une réalité très forte. Ok. Éric, votre sentiment, là, grosso modo, ce que je viens de comprendre de ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, je dis toujours que l'objectivité n'existe pas et qu'on regarde toujours les choses et qu'on a un prisme dans la lecture des événements et de ce qui va se passer. Là, ce que viennent nous dire Jean-Luc et Véronique, c'est nous dire qu'il y a un élément qui est au-dessus de tout, en dépit de toutes les règles économiques et tout ça qu'on connaît, c'est de se dire le conflit et la lutte entre la Chine et les États-Unis, et c'est de ça que découle finalement tout un tas de... On peut rajouter la Russie. Hein. Véronique fait la moue. Expliquez la moue. Donc les Russes n'existeront pas. Moi j'ai retenu. Là, on peut rajouter la Russie. J'ai retenu la phrase précédente, c'est de la population, les Russes n'existeront pas. Donc la Russie, un élément important ou pas dans le dispositif ?
Pas comparable. Élément forcément important, menace imminente. Et donc, oui, d'un point de vue même de l'évolution de la tectonique des plaques géopolitiques, mais non, le vrai conflit et, auquel se raccroche le cas russe, hein, est un conflit sino-américain. Point barre. C'est un conflit de première puissance mondiale. Et cette première place, on va tout faire pour l'arracher à l'autre. C'est très clair. Je pense que les États-Unis sont quand même beaucoup mieux lotis structurellement et conjoncturellement pour maintenir leur rang, haut la main d'ailleurs. Mais il est là le conflit. Ça ne veut pas dire que Xi Jinping va lâcher prise. Il agira différemment. S'il ne peut pas agir par la puissance de son économie, c'est en dehors de ses frontières qu'il agira. Et ça, c'est peut-être le sujet plus directement russe. Éric, entre autres. Sentiment sur cette question, sur cette problématique supérieure, entre guillemets, le conflit, le match États-Unis-Chine, c'est ça qui drive tout le reste. Vous acceptez l'idée? Je pense que dans la cartographie des risques financiers, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de comprendre tous les impacts sur les marchés, c'est vrai que la partie géopolitique, elle est importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une multiplication d'attaques contre le leadership américain. Il y en a 3. Hein. Donc, effectivement, la confrontation directe avec la Chine, bien sûr, et Taïwan. Hein. Donc, ça, c'est un sujet. Deuxième, c'est bien sûr le conflit ukraino-russe, hein, qui est effectivement, par personne interposée, une remise en cause, finalement, du leadership américain. Et puis, malheureusement, ce qui se passe depuis le 7 octobre en Palestine et en Israël, donc cette nouvelle guerre au Proche-Orient. Donc, ces 3 fronts qui sont à chaque fois des attaques directes contre le leadership américain. Donc oui, je pense que ça compte beaucoup pour les marchés financiers. Le libéralisme, qu'on appelle le libéralisme américain, et les actions et la cotation, le marché lui-même, est un concept anglo-saxon et américain. Hein, le marché des actions, il est avant tout américain, on le sait bien. Hein, nous, les problèmes de liquidité, on est une bourse de province, comme on disait avant, par rapport à Wall Street. Donc c'est vrai que quelque part, la magnificence de cette société américaine et la magnificence de Wall Street, c'est aussi la preuve que les États-Unis sont encore les maîtres du monde. C'est pour ça que les questionnements qu'on a aujourd'hui sont des questionnements profondément systémiques, je crois. Et ce qu'on disait sur l'IA, sur la concentration des pouvoirs et des richesses, c'est un problème systémique. Ok. On veut rester sur des problèmes systémiques, justement. Jean-Luc a un peu répondu à la question. J'ai essayé de regarder les risques environnementaux, parce qu'effectivement, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Risques réglementaires aussi. Jean-Luc a dit tout à l'heure, il n'y aura pas, parce que c'est toujours ce qui ressort dans ces sujets-là, il n'y aura pas d'action réglementaire contre ces gros opérateurs pour des raisons de géopolitique. J'ai bien compris ? Complètement. Véronique, est-ce que vous partagez le même sentiment ? Et est-ce que finalement, quel est le sens de la position européenne ? Parce qu'on a un peu le sentiment que Thierry Breton, lui, nous dit « Ah là là, je vais les sanctionner, je vais les embêter. » Donc, quid du risque réglementaire ? Parce que c'est quand même pas tout à fait neutre quand on voit la performance de ces titres-là. Si les États considèrent qu'à un moment, ces gens-là sont trop gros par rapport à eux et qu'il faut les faire marcher au pas, boursièrement, ça peut avoir des incidences. Oui, incontestablement. Et je pense qu'on a... le passé nous a montré qu'à un moment donné où la perte de pouvoir politique ou d'influence politique appelle la réglementation et puis recadre les choses. Finalement, l'exemple de la Chine est assez classique de ce qu'on a pu connaître il y a très longtemps, y compris en Occident, quand le politique perd le pouvoir, perd la main sur les choses et sur les évolutions économiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un tel risque? Je partage assez clairement le point de vue de Jean-Luc. Je pense qu'effectivement, pour des enjeux géopolitiques, le risque de réglementation aux États-Unis est faible. En réalité, là où ce risque est peut-être le plus élevé, c'est en Europe. C'est en Europe où pourtant, voilà, on se rappelle du classement, on a vu où on se situe, on voit à quel point cette absence de présence de l'Europe sur les grands chantiers
technologique est inquiétante, et encore bien évidemment bien plus dans un environnement géopolitique tel que l'actuel. Et c'est probablement là qu'on va encore mettre des bâtons dans les roues par de la réglementation avant même d'avoir impulsé et fait ce qu'il fallait pour pour participer à cette course qui alors c'est peut-être pas très très flatteur de parler de course à la réussite technologique, mais il faut bien se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui la souveraineté des pays, des entités économiques et de l'Union européenne tient probablement beaucoup à ce qu'on sera capable ou pas de faire dans ce domaine-là. Jean-Luc. Bon, là, à nouveau, je vais vous choquer un peu. Donc, l'Europe, c'est la variable d'ajustement. D'accord ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on a constitué, d'abord, on est 27 pays. Donc, imaginez, c'est une structure de gouvernance. Les États-Unis, il y a un gouvernement. Donc, ça met des difficultés. Il suffit qu'un tout petit pays mette son veto pour que les choses n'avancent pas. Alors, l'autre point positif, quand même, c'est malheureusement à cause de la guerre en Ukraine. Donc là, on s'est réveillé et on a compris que l'histoire était quand même, a toujours été tragique, l'histoire de l'humanité. Donc on s'est réveillé. Les Allemands se sont réveillés, d'accord ? Mais ils se sont réveillés, mais comme ils sont en train de se foutre sur la gueule avec la coalition, ils sont à nouveau en train de s'endormir et ils ne savent pas comment réaliser les choses. Donc il y a un commissaire qui est Thierry Breton, il est extraordinaire, il a tout compris. Bon, il est commissaire. Donc il essaye de faire son mieux, etc. Et donc l'Allemagne, et donc il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux, l'Allemagne a fait un pognon d'enfer en Chine. Dans l'automobile, c'est-à-dire l'Allemagne, grâce à sa position qui était de leader en Chine, se faisait un pognon, permettait donc de maintenir l'emploi dans l'industrie automobile en Allemagne et survivait aux États-Unis. Aujourd'hui, les Chinois reprennent totalement la main. Dans l'industrie chimique, c'est la même chose. Dans l'investissement, c'est la même chose. Et Xi Jinping, qu'est-ce qu'il a envie ? De leur tordre le cou. D'accord ? Il veut leur tordre le cou. Et donc, moi, j'ai été faire une conférence à Bruxelles avec le patronat allemand. Et alors, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est toujours le cheval de Troie. Donc, tant que l'Allemagne n'aura pas fait complètement... Elle a commencé quand même à bouger, à comprendre que le monde n'était pas comme il était. Et donc, malheureusement, voilà, on va voir ce qui va se passer avec les élections européennes qui vont avoir lieu. Et puis, bon, la bonne nouvelle, vous avez vu, les Polonais rentrent dans le rang et tout. Mais ce qui est gênant, c'est un tout petit pays. Il peut avoir 2 ou 3 millions d'habitants, il peut tout bloquer. Et donc, on va intégrer d'autres pays. Et donc, il faut modifier complètement la règle de l'unanimité. Sinon, on n'y arrive pas. Éric, votre sentiment sur le risque, notamment réglementaire ? Alors, le risque réglementaire, bon, d'abord sur l'Europe, effectivement, on est un petit peu l'idiot du village, hein, ça on a bien compris, hein, à plus d'un titre et à plusieurs dimensions. Sur le risque réglementaire, moi, ce que je voudrais juste rappeler, c'est que l'antitrust américain, dans sa longue histoire, c'est aujourd'hui, considère que jamais une situation de monopole est totalement acquise, et surtout dans le digital. Donc c'est pour ça, il y a deux arguments qui font qu'effectivement ils seront relativement peu attaqués, ces fameux Magnificent Seven. C'est parce que, un, donc effectivement il y a les luttes contre la Chine en gros, et deux, l'antitrust américain qui considère toujours que, quelle que soit l'importance ou la taille de ces sociétés, leurs positions peuvent être remises en cause grâce à la liberté d'entreprendre et grâce au libéralisme d'une façon générale. Yahoo, par exemple, c'est une société qui, à un moment donné, était considérable et qui a quasiment disparu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ces développements pourraient peut-être remettre en cause justement l'importance de cette société. Il y a un papier très intéressant qui est fait par Olivier Passet sur Xerfi, qui est toujours une bonne lecture, qui explique que effectivement l'intelligence artificielle pourrait rebattre les cartes au sein donc de ces 7 sociétés, parce qu'un assistant personnel donc doté d'IA qui vous accompagnerait tout le temps, qui va dire tiens, on a trouvé, il faut acheter ce matin, il y a un truc super, une super promo par rapport à vos choix, vos habitudes, etc., qui va dire il faut acheter tel truc à tel endroit, il faut y aller. Il dit oui, ok, clac. Et donc ça peut changer complètement l'accès en fait à la distribution et distribution en ligne notamment. Enfin, Juste sur l'antitrust américain, on a vu avec Microsoft, donc Microsoft a failli être coupé en rondelles et Microsoft a gagné
parce que l'antitrust américain a modifié complètement sa vision de ce que peut être un oligopole. Il considère ce qui est plus important, c'est est-ce que ça apporte quelque chose à la population, aux consommateurs. Et donc, au bout du compte, ils font rien. Ok, dernière question pour clore ce chapitre IA, et je vais vous la poser, Véronique. Vous nous avez au début abordé le sujet de la productivité en nous disant ouais, les gains de productivité, maintenant on se pose la question de savoir où ils passent. Je voudrais qu'on regarde le dernier risque qu'on peut voir avec l'IA, dont on voit bien qu'elle va impacter fortement le secteur du tertiaire et potentiellement l'emploi. Quid du risque social? Parce que le risque politique est quand même souvent assez proche du risque social. Est-ce qu'il vous paraît majeur ou pas? Est-ce que finalement, dans ce que vous m'avez dépeint tout à l'heure, est-ce qu'on est rentré dans une société de rentiers et est-ce que c'est tenable? Alors, je pense que nous sommes rentrés dans une société de rentiers. Je pense qu'il y a des risques que ce soit tenable. C'est-à-dire que la capacité à s'opposer à ce modèle me semble faible parce qu'il y a peu de pouvoir, peu d'organisation, parce qu'il y a un niveau de confort aussi de la grande majorité de la population, on parle de l'Europe notamment, qui, en dépit du creusement des inégalités, certaines injustices, etc., eh bien, fait que, vous savez, il y a des sociologues ou des politiques qui ont très bien expliqué ça. On a toujours peur de tomber plus bas. Hein, donc ça maintient bien l'ordre public. Et ce qu'on a vu, par exemple, des développements du mouvement des Gilets jaunes, etc., c'est que finalement, dès que ça a un peu tourné vinaigre, hop, le mouvement s'est complètement éteint. Ce qui pourrait paraître surprenant quand on voit les évolutions de la société entre-temps. Donc, j'ai plutôt l'impression que le risque social est relativement limité, mais que cette situation représente un risque politique majeur. Et je crois que quand on voit les résultats des sondages aujourd'hui, où que ce soit, y compris en Allemagne, mais pas que, je ne sais pas politologue, je ne sais pas ce que vont donner les résultats des élections européennes, ni des élections diverses et variées qui vont se dérouler dans les pays européens dans les prochains trimestres. Je suis profondément inquiète. Ok, fin de ce premier échange sur l'intelligence artificielle. Il est 12h05, donc maintenant on va passer rapidement, on va essayer d'y passer 25 minutes sur les perspectives 2024. Avant, je vais commencer par rester sur 2023 avec vous, Eric. On s'en sort plutôt pas si mal que ça. Et est-ce que finalement, vous n'avez pas été un peu trop pessimiste l'an dernier? Alors oui, tout le monde, je veux dire, tous ceux qui me font l'honneur de m'écouter l'ont bien compris. J'ai été trop prudent en 2023. Je pense que tout s'explique après coup, donc je vais expliquer bien sûr tout ça. Dans un temps bref, mais on aimerait bien effectivement avoir les explications. Alors, dans un temps bref, et donc je vais revenir sur des éléments clés, me semble-t-il. Bon, le premier point, c'est effectivement l'exceptionnelle résilience des entreprises et donc la performance de nos entreprises qui ont réussi, malgré quelques révisions de bénéfices en baisse, à faire une année qui a été finalement correcte sur les bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de baisse des bénéfices. Moi, j'attendais ce qu'il y ait une baisse de bénéfices de 10% à peu près, 5 à 10, et on a eu 0, moins 2, plus 2 entre l'Europe et les États-Unis, entre le S&P 500 et le Stoxx 600. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une année pour rien en termes de bénéfices, mais c'est vrai que c'est mieux que ce que moi j'anticipais. Donc c'est le premier point, c'est effectivement du côté des bénéfices et des entreprises, qu'est-ce qu'elles sont belles nos entreprises, voilà, nos grandes entreprises, côté. C'est un point important. Deuxième point important, c'est effectivement au niveau donc, des taux d'intérêt, le sentiment que voilà, il y a une partie de la hausse des taux d'intérêt qu'on a subie depuis 18 mois qui est liée à l'éloignement du risque déflationniste. Or, cet éloignement du risque déflationniste est positif pour les actions. Donc, il y a une partie de la hausse des taux qui ne devait pas induire une baisse des prix et des valeurs des entreprises, parce que c'était la fin de ce risque déflationniste, et ça me semble effectivement un sujet important pour comprendre l'évolution donc des évaluations qui, me semble-t-il, sont toujours un peu gonflées, mais peuvent s'expliquer par ce phénomène-là d'une part, et d'autre part
par le phénomène que, et on l'a vécu depuis 3 ans, ce qu'on vient de vivre récemment, on l'emporte toujours, donc c'est le court terme qui est toujours une prime, mais on se rend compte que finalement, quand les choses se dégradent, soit les États, soit les banques centrales interviennent, et donc c'est le fameux put de Greenspan, comme on disait à l'époque, et c'est toujours vrai, c'est-à-dire que finalement, que peut-il arriver à nos grandes entreprises, et je parle des sociétés du CAC 40, sauf exception, lorsque le contexte se dégrade fortement, eh bien, l'État arrive, il remet de l'argent, les banques centrales arrivent, elles font chuter les taux et remettent de la monnaie, et donc tout se passe bien. C'est en tout cas ce qu'on a vécu depuis 3 ans. On a quand même affronté des phénomènes absolument incroyables depuis 3 ans, une pandémie, donc ce qui est une pandémie, un risque sanitaire colossal qui s'est réalisé, un choc pétrolier en 22, une guerre, et tout se passe bien parce qu'effectivement l'accompagnement des autorités, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, est fantastique. Et ça, probablement, ça explique ou ça justifie une valorisation un peu plus élevée des actions, donc un PER qui monte un peu, et donc une baisse de la prime de risque, pour parler technique d'évaluation ou d'évaluateur, cette prime de risque qui diminue, parce qu'effectivement, ce risque absolu qui fait toujours très peur, finalement, il diminue, voire il disparaît. Ok, on attaque maintenant les prévisions un peu économiques des uns et des autres. Je commence avec vous, Véronique. On va commencer par la zone euro. Vous avez récemment publié des choses sous le titre « L'insoutenable déclin de la zone euro ». C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, si on rajoute les éléments qu'on vient de... Enfin, les sujets sur lesquels on vient d'échanger, cette absence de percée dans les nouvelles technologies, dans les secteurs porteurs, en fait, on assiste à quoi? Bon, alors, l'année 2023 a été à peu près sauvée, même en zone euro, en réalité. Moins en Allemagne. Mais on est resté à flot, à coup de politiques totalement inédites. N'oublions pas non plus dans les facteurs de soutien l'effondrement des taux d'intérêt réels qui a donné des ailes aux États en particulier et qui a probablement, y compris, atténué le choc immobilier, en tout cas qui l'a temporisé. Où on en est aujourd'hui? Reprise dans les services, qui est un phénomène post-Covid. Je pense qu'à ce niveau-là, on a tous compris que ça y est, c'était derrière nous. Nouvelle technologie, on n'y est pas. Politique budgétaire, vous voyez à quel point les discussions sur les budgets 2024, comment elles se déroulent partout. C'est une catastrophe. Et clairement, la remontée des taux d'intérêt réels, là, commence à bloquer les choses. Donc, il y aura beaucoup moins de soutien. Il y en aura encore, parce que sinon tout sombre. Et ça sombre d'autant plus que sur le plan extérieur, l'Allemagne et derrière les autres, c'est-à-dire l'industrie européenne, n'a plus de relais avec la situation qu'a très bien décrite Jean-Luc, la situation chinoise, qui donne absolument aucun espoir de pouvoir redevenir une quelconque locomotive pour l'économie mondiale. Je ne vous dis pas que la Chine sombre en récession. Ils ont les moyens de maintenir à peu près la croissance là où ils voudront, mais plus du tout cette capacité à drainer la demande internationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas que nos exportations vers la Chine qui en souffrent, mais il y a toute l'Asie qui en souffre, tous les pays émergents également. Et donc, on est rattrapé de toutes parts. Plus d'espoir de soutien à l'export, beaucoup de marge de soutien au niveau du tertiaire qui a créé de l'emploi. Donc les perspectives d'emploi se détériorent et sans doute avec moins d'inflation, un peu moins de perte de pouvoir d'achat, mais finalement des entreprises qui pourront plus difficilement augmenter leurs prix parce que ça se verra beaucoup plus et que si les entreprises n'augmentent plus leurs prix, alors il va falloir sérieusement qu'elles réduisent leurs coûts parce que vous vous souvenez du graphique sur la productivité, on le commentait tout à l'heure sur le long terme, ce qui est important de garder en tête, c'est quand même l'allure des gains de la productivité des derniers trimestres. On a fait de l'emploi, très bien, on est pipi pourra. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses parce que les entreprises, normalement, avec moins d'inflation dans les tuyaux au niveau global, ne pourront plus compenser ces excès d'emploi et de coûts par des hausses de prix. C'est aussi simple que ça. Question, que va faire la BCE? Alors, question, que va faire la BCE? La BCE devrait... Structurellement, on est en train de prendre un retard très fort en Europe, qui était déjà perceptible ces dernières années, mais qui se
confirme aujourd'hui, notamment avec l'échec des politiques publiques. En fait, c'est bien ça. On a appelé pendant des années à un réveil des politiques publiques européennes en faveur de l'investissement, l'implication pour des politiques transversales, etc., qu'on a en partie eu grâce au Covid. Et finalement, résultat des courses, où sont les retombées économiques de tout ce qu'on a fait? On a poussé des murs en Europe et on attend, on ne les voit pas. On a tout juste finalement maintenu à flot. Donc, on a évité la déflation. On a évité la déflation, on a connu l'inflation. On est peut-être en train de redécouvrir ce qu'est l'inflation et ce qu'elle peut, et la manière dont elle peut s'incruster dans les rouages économiques, ne serait-ce qu'avec des taux d'intérêt entre 3 et 5%. Forcément, et d'ailleurs, ça incite à une réflexion très intéressante sur l'effet des taux négatifs, par exemple, comme facteur engendrant de la déflation plutôt que l'inverse, mais on ferme la parenthèse. Et est-ce qu'on en est... On a des perspectives de croissance qui sont à zéro. On simplifie à zéro. Juste, je me permets, Véronique, j'ai pris ce graphe parce qu'en fait, il m'envoie des graphes et puis après, je choisis un peu ce que je veux parce que sinon, on a 70 graphes. On a 70 graphes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas passé notre temps à regarder des graphes. Mais PIB réel par habitant, celui où, grosso modo, on voit qu'on est au même niveau que sur les 20 dernières années, on a fait le Japon. On a fait le Japon. On n'en a pas parlé, personne n'a parlé du déclin structurel de la zone euro. Et quand vous faites le bilan, mais j'étais presque moi-même surprise, on remet tout en base 2000, début de la zone euro, hop, et qu'est-ce qu'on voit? Non, on n'a pas fait mieux que le Japon. Alors, ce n'est pas très étonnant de fait qu'on ait connu une période déflationniste. Mais surtout, on a commis des erreurs stratégiques énormes. Ces années durant lesquelles on a voulu faire de la déflation compétitive parce qu'il n'y avait qu'un seul mot d'ordre, il fallait se préparer à conquérir les marchés à l'exportation, en particulier le marché chinois, où on a détruit une large partie de notre potentiel de production industrielle, doublé de la surévaluation structurelle de l'euro, doublé de l'austérité budgétaire. On a fait tout l'inverse de ce que s'offrent aujourd'hui des États comme l'État américain, qui sont en train, encore une fois, de gagner la bataille de la politique anti-crise. On se rappelle 2012. Et là, ils gagnent des points. Structurellement, ça fait un écart de PIB de 17% entre les États-Unis et la zone euro. Véronique, je reviens sur le court terme et sur ma question. Que va faire la BCE? Est-ce que la BCE va continuer d'être le toutou de la Fed ou pas? Conclusion, la BCE devrait prendre ses marges, ses distances par rapport à la Fed, c'est évident. Elle devrait commencer déjà à réfléchir à baisser ses taux. Et très honnêtement, quand on fait les prévisions aujourd'hui, on est juste impatient d'oser mettre une baisse des taux de la BCE dès le premier trimestre 2024, avant la Fed. Et puis on ne le fait pas parce qu'on se dit non, ils ne le feront pas. Donc, mais ils ne le feront pas, ils n'oseront pas, ça sort de leur grille de lecture, ça risque en plus d'affaiblir l'euro. La zone euro a besoin d'un ajustement de change, une dépréciation considérable de l'euro. Mais ça voudrait dire quoi en termes de prix de la matière première qu'on n'est pas capable de produire nous-mêmes et qu'on risque de payer. Donc, on ne laissera pas l'euro s'ajuster. Et pourtant, alors peut-être que ce sera comme au Japon, il faudra peut-être attendre 20 ans avant d'avoir un effondrement de la valeur de l'euro. Et ce sera peut-être un peu trop tard pour ressauver la situation. Donc, on en est là. La BCE, à mon avis, va quand même suivre la Fed dans ses pas, peut-être au niveau de la communication, commencer à distiller l'idée que oui, on pourrait peut-être assouplir ou lever le pied, ça ira pas beaucoup plus loin, me semble-t-il. Jean-Luc, sentiment sur les perspectives macroéconomiques? Alors, j'ai regardé les matières premières, c'est toujours un indicateur avancé, vous m'entendez? C'est toujours un indicateur avancé de ce qui va se passer. Et regardez, donc avec le conflit au Moyen-Orient, donc tout le monde anticipait une hausse des cours du pétrole, et vous voyez, le pétrole est en train de refluer. Donc ça, c'est comme un indicateur avancé. Et quand vous regardez les inflations, une grande partie de l'inflation avec la guerre à l'Ukraine, c'est quoi? C'est toute l'énergie avec sa contagion sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit sur les produits alimentaires et tout. Donc, mon sentiment, c'est qu'on est face à un ralentissement économique qui va être peut-être plus profond que ce qu'on imagine. Et à la différence... Ça veut dire arriver jusqu'à récession ou pas? Un ralentissement économique plus profond regardez que prévu. ce qui se passe en Allemagne. Et donc, il est possible, ou alors zéro, mais en tout cas,
Plus de croissance, mais de toute façon, le graphique, moi, quand je l'ai vu, ce graphique, le différentiel de PIB entre les États-Unis et l'Europe, c'est quand même c'est assez impressionnant. Et donc, on peut le faire en 2 temps. C'est-à-dire que moi, je pense que compte tenu de ce ralentissement, et aux États-Unis, ça va avoir lieu, et on parlera peut-être juste après tout le monde sur le problème de l'immobilier. Et donc, on va avoir ce ralentissement. Donc, la Banque centrale va probablement baisser ses taux cette fois-ci plus tôt. Alors, Jérôme Powell a essayé, parce que les investisseurs ne voulaient pas le croire, donc il a mis chaque trimestre en disant « mais attendez, on ne va pas baisser ». Et les investisseurs, bien entendu, se racontent des histoires, et à chaque fois, on est atteint le sommet, on va baisser les taux d'ici la fin de l'année. Donc les taux d'intérêt, les taux directeurs vont baisser, ils vont baisser plus tôt, et ce qui fait qu'en termes d'allocation, peut-être on en parle après, on en parle après. Et alors, deuxième chose, donc à plus long terme, au niveau inflationniste, le monde de demain est un monde hyper inflationniste, pour 2 raisons. La première, c'est ce qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister à une remondialisation, et je vous assure, ça ne va pas changer, hein, parce qu'il y a les espoirs, là, ils se sont serrés la paluche, là, Xi Jinping et Joe Biden. Vous avez les élections qui vont avoir lieu au mois de novembre 2024, donc ça, on a un peu oublié, et qu'est-ce qui va sortir de la boîte. Et sur longue période, le réchauffement climatique, qui est, alors, quand on fait, parce que là, on est en train de se palucher sur l'intelligence artificielle, excusez-moi, mais le problème du réchauffement climatique est autrement plus important. Et donc, on est en train de regarder, vous savez, il y a une espèce de fourmi, et puis le truc autour de nous. Et donc, le réchauffement climatique, c'est hyper inflationniste. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va être obligé de mettre des barrières, et donc on ne peut pas continuer à avoir l'automobile chinoise qui arrive et qui nous détruit une fois de plus. Ils ont détruit le solaire, ils ont piqué les logiciels sur l'éolien, etc. Donc il y a un moment, on commence un petit peu à réagir. Donc sur longue période, on va avoir une inflation, et ce risque géopolitique, ce qui fait que, parce que les gens, ils imaginent que les taux d'intérêt peuvent retomber, on va peut-être revenir à zéro. Non, il y a sur les taux d'intérêt, il y a une prime de risque à ce monde qui est quand même d'une grande incertitude. Voilà. Véronique, un commentaire et une question sur les US, rapidement, prévision. Oui, non, très rapidement, parce qu'effectivement, il faut faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et en même temps, j'apporterai la nuance. Il se peut que l'inflation s'effondre. Il se peut même que la Fed nous fasse une surprise gigantesque et qu'elle baisse ses taux directeurs de 250 points de base. Moi, j'ai fait, parce que bien sûr, vous imaginez bien qu'on se pose beaucoup de questions, hein. Et on a fait ces derniers jours le bilan qu'a fait la Fed après chaque point haut sur ses taux d'intérêt, en même temps que le taux de chômage. Avant que le taux de chômage ne remonte d'1,5 point, elle a baissé en moyenne de 250 points de base. Et vous pouvez faire on a mis toutes les récessions, enfin les périodes pré-récessionnistes, hein. Il y a très peu d'écart, hein, même si on intègre les années 70 et 80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir un scénario de récession aux États-Unis pour que la Fed réagisse et baisse ses taux. Il suffit juste qu'on ait une poursuite du mouvement de taux de chômage. On a déjà... Le point bas, il est entre janvier et avril. En vérité, le dernier point bas, c'est avril. Donc, ça commence à faire quelques mois. Normalement, on commence à rentrer dans la période où, effectivement, la Fed peut commencer à bouger, surtout si les indicateurs avancés piquent du nez. Alors, laissons de côté les 4,9% rythme annualisé de la croissance du 3e trimestre. Regardons les indicateurs avancés. Et ceci, vous l'avez eu cette semaine avec le leading du Conference Board, qui ne s'est jamais trompé, hein. Il a quand même à son actif un parcours pas mal, cet indicateur, hein, qui a encore piqué du nez. On a perdu plus de 11% depuis son point haut. On a perdu à nouveau 0,8% ce dernier mois. Et je pense que ce sont des indicateurs qui interpellent la Fed, surtout si, de l'autre côté, le marché immobilier commence à réellement donner des signes patents d'affaiblissement plus importants. Donc, nous, dans notre scénario jusqu'à maintenant, je crois qu'on avait 125 ou 150 points de base de baisse des taux de la Fed sans récession, avec une croissance affaiblie à 1,5% en moyenne l'an prochain. Des effets d'acquis de cette année doivent nous porter à 2. Et malgré tout,
125 ou 150 points de base, parce qu'on considérait qu'effectivement, ça commençait à coincer au portillon. Aujourd'hui, notre interrogation, c'est est-ce qu'on n'est pas, même avec ce scénario, beaucoup trop frileux, et est-ce qu'il ne faut pas communiquer sur un mouvement beaucoup plus rapproché, en réalité, en dépit de tout ce qu'il nous raconte, et potentiellement beaucoup plus marqué. Est-ce que c'est un put pour les marchés? Est-ce que ça nous fait voir les perspectives différemment? En tout cas, quand on voit les interrogations aujourd'hui, après la question, c'est la partie longue de la courbe des taux. On va y revenir justement pour savoir comment on va le jouer. Eric, question, on quitte la macro pour rentrer dans la micro. Prévision des bénéfices, grosso modo, comment on voit 2024? Alors, 2024, c'est le retour à la tendance naturelle des bénéfices, c'est-à-dire la hausse. On a donc un phénomène haussier. Je ne sais pas si il n'y a pas de tableau, c'est pas grave. Donc, comme je disais tout à l'heure, 2023, c'est une année pour rien en termes de bénéfices. Donc, c'était flat. Et donc, en 2024, on repart dans une croissance qui est en fait à 12% pour le S&P 500, à plus de 20% pour le Nasdaq. Donc, ce qui montre pourquoi on s'y intéresse. Les 24% de croissance avec un environnement économique en prix et en volume relativement limité, c'est quand même assez extraordinaire. Et pour l'Europe, on est quand même 2 fois moins que les États-Unis. Donc on est plutôt à 5-6%. Donc c'est un retour finalement aux tendances de long terme, avec quand même 12% aux États-Unis, c'est beaucoup. Moi, ça me semble un peu beaucoup, mais bon, il y a un risque là-dessus de révision en baisse, parce que effectivement, il y a quand même aux États-Unis un phénomène un coup de frein macroéconomique très important dont on va se rendre compte dans les 2 prochains trimestres, qui risque d'être assez brutal, notamment sur la conso, qui n'aura plus ses moteurs antérieurs, mais bon, je ne vais pas développer ça. Ok, allez, maintenant, à ma montre, il est 24. Grosso modo, je voudrais qu'on ait fini dans 10 minutes pour qu'on puisse avoir des échanges avec la salle. Donc, je vous demande des réponses très simples, en un mot. 2024, risque on ou off? Jean-Luc. Un mot, on ou off? Et après, je détaille. Hyper positif sur les obligations. Ok, donc risque on. Deuxièmement, Véronique, on ou off? Pas off, un petit peu on. Eric. Alors, on sur les obligations, effectivement, je pense que le niveau des taux souverains a atteint son plus haut probablement, et a commencé à baisser, va encore baisser un petit peu. Il n'y a pas un potentiel de forte baisse, mais ça peut encore baisser, donc c'est plutôt positif obligation. Et sur les actions, on va dire petit on, avec un œil sur les dynamiques autonomes des marchés, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Ok, très vite. Juste sur les bénéfices, donc ce qui explique que les bénéfices de cette année, et même l'année dernière, c'est que les entreprises, dans ce contexte inflationniste, donc on n'attendait pas ça du tout, elles en ont profité pour pouvoir augmenter les prix comme jamais. Et donc, dans un contexte de ralentissement de l'inflation, et là, c'est ça qu'il faut faire la distinction entre le court terme. L'inflation va baisser beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine, mais ça ne veut pas dire qu'on va retourner vers la déflation. Et là, les entreprises, elles ne pourront pas faire une deuxième fois le coup. Donc, je pense qu'on va avoir quelques problèmes au niveau des marges des entreprises et des bénéfices. Alors, on va revenir très rapidement, puisque l'ambiance était tôt. Je vais commencer par une question tôt. Est-ce que les baisses, j'ai entendu quand même des discours sur des baisses des banques centrales souhaitées avant la Fed, mais sans grande conviction sur la capacité d'être entendue par Christine Lagarde, est-ce que la baisse des taux courts ira de pair avec une baisse des taux longs? Moi, j'ai un peu le sentiment, ces dernières fois, que dès que les marchés commençaient à jouer fortement la baisse des taux longs, parce qu'on envisageait une baisse des taux de cours, il y avait Jérôme Powell et Christine Lagarde qui disaient les cocos, vous vous trompez sur l'analyse. Donc, est-ce que les banquiers centraux veulent vraiment une baisse des taux longs? Je pense que les banquiers centraux ne veulent pas de baisse des taux longs pour l'instant. Notamment, me semble-t-il, c'est un sujet qui peut aborder, je crois, dans la perspective de la politique monétaire, du fait de ce qui se déroule, ce qui se passe dans l'immobilier américain. Rappelez-vous la crise bancaire du mois de mars-avril. Les taux longs américains ont perdu 50 BP. Point. Le marché immobilier est reparti de plus belle et les prix immobiliers sont repartis de plus belle, ce qui a valu cet été d'incertitude avec des va-et-vient sur les anticipations de la politique monétaire, sur les taux longs, etc.
Aujourd'hui, est-ce que la baisse des... Alors, après la communication du mois de septembre, octobre, les taux l'ont rebaissé, sans doute de manière un peu exagérée par rapport à ce qu'avaient anticipé les banques centrales. Résultat, Powell et Lagarde sont revenus à la charge. Non, mais attendez, là, il y a encore de l'inflation dans les tuyaux. On ne va pas baisser parce qu'ils ne veulent pas être court-circuités par les marchés, d'abord, par des anticipations trop agressives de baisse des taux. Et je pense, dans le cas américain, parce qu'effectivement, la problématique immobilière est absolument centrale. Jérôme Powell ne peut pas prendre le risque, y compris en termes de gestion de la politique monétaire, c'est tout simple, de laisser les taux longs rebaisser trop rapidement au point de créer éventuellement, mais on est tous dans l'incertitude, un rebond de cette activité immobilière, parce que derrière l'activité immobilière, il y a les loyers qui évoluent toujours. Alors, ils ont un peu baissé de manière un peu plus convaincante le dernier mois, mais on est toujours proche de 7% l'an, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore des acquéreurs, parce que le rendement, surtout pour celui qui paye en cash, et ils sont quand même assez nombreux aux États-Unis, il reste encore attractif. Et donc, on sent un marché qui est encore pas très éloigné, encore trop proche des starting blocks pour repartir de plus belle. Et en même temps, on a des indicateurs de plus en plus mauvais. Donc, c'est peut-être la fin de cette période-là, mais c'est trop tôt pour le dire. Et probablement trop tôt pour accepter que les taux longs baissent significativement et risquent de créer une nouvelle jambe de hausse du marché immobilier, parce que alors là, la Fed serait vraiment dans le pétrin et ne pourrait pas ignorer ce vecteur qui, in fine, alors on peut dire, mais c'est les prix de l'immobilier, pourquoi l'inflation? Parce que c'est les loyers. Et quand les loyers, la croissance des loyers est aussi durablement éloignée de celle des salaires, in fine, il y a bien un risque inflationniste. Alors peut-être pas imminent, mais certainement dès que la croissance redémarre. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, les banques centrales ne veulent pas voir, en tout cas la Fed, les taux longs rebaisser trop rapidement. Je ne suis pas sûre que les marges de baisse structurelles des taux longs soient aussi importantes que ça d'ailleurs, pour des raisons évidentes de perspectives de long terme, d'inflation, mais je dirais plus que les perspectives d'inflation, l'instabilité chronique qu'on pressent dans l'évolution du niveau général des prix. En fait, c'est plus ça que l'inflation, ce qui se profile, des chocs probablement d'offres récurrents, à peu près impossibles à prévoir, compte tenu des difficultés budgétaires des gouvernements et de ce que ça signifie en termes de besoins permanents de financement. Donc, je pense qu'on est plutôt dans un contexte où les primes de risque, les primes de terme, maintenant on parle de primes de terme, sur les taux à long terme, sont en train de réapparaître, avec, qui plus est, un risque géopolitique et tout ce que ça signifie en termes de capacité de financement. Donc, et du coup, on se retrouve dans une situation qui est complexe. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a des détériorations des perspectives bénéficiaires, incontestablement et indéniablement. Et de l'autre côté, vous avez forcément une repentification de la courbe des taux. Surtout si, ce que je vous disais tout à l'heure, la Fed pourrait en faire plus que ce qu'on envisage tous. Et que les taux longs sont perchés là-haut parce que... donc, ça nous fait un scénario de repentification de la courbe des taux très agressif, normalement très puissant pour les marchés et les cycliques. Et en même temps, tout ce qui entoure cette belle histoire, et cette histoire plutôt engageante, devrait nous retenir de prendre trop de risques. Ok, voilà. Donc du coup, c'est la synthèse, j'ai tout retenu, plutôt on, et donc plutôt l'explication en termes de marché avec une repentification, pas spécialement jouer les taux longs, parce que le potentiel de baisse est relativement faible. Oui, on a du rendement, donc, si on donc le maintenant, rendement des actions. Jean-Luc, on va faire très vite pour respecter le timing. Donc, réponse en un mot. Réponse sur les taux. Est-ce que l'objectif sur les taux, c'est de faire du portage ou est-ce que c'est de faire du gain en capital ? Sur les taux, le risque, il est... Donc, quand moi je dis, je suis boule sur les marchés obligataires. Et donc là, je rejoins complètement ce que dit Véronique, c'est-à-dire que ça ne va pas aller très loin. Mais donc, votre risque, c'est une petite plus-value et puis 5% de rendement pour... D'accord, mais c'est plutôt du crédit. Donc, c'est plutôt du crédit que du souverain. Oui. Oh, non. Alors, le problème, c'est que quand vous regardez le crédit, le spread, c'est quand même extrêmement écrasé. Donc, moi, je vais plutôt sur du souverain. Ok. Sur la partie action, quel serait le marché à privilégier? Quel serait le marché à éviter? Sur la partie action, on l'a vu très bien. C'est-à-dire que les gens ont complètement... alors, Jérôme Powell est intervenu pour dire, attendez, c'est pas encore le cas. Mais on a eu un rallye sur les marchés actions. Donc, ma conclusion, c'est neutre. Ok. Eric. Parce qu'ils s'ouvrent toujours le marché. Eric, la réponse tout à l'heure, ça a été plutôt on sur les taux.
Portage ou objectif de jouer la baisse des taux? Portage sur le souverain. Je partage l'opinion de Jean-Luc sur le fait que les spreads, les corporate spreads sont extrêmement bas, que le marché est extrêmement complaisant par rapport au risque donc, de défaut d'entreprise. Alors ça signifie qu'il n'anticipe pas de récession, hein, quelque part, donc pas de défaut. Et donc je pense que là c'est trop généreux. Donc les primes de risque devraient être plus importantes, donc je suis plutôt sur les souverains. Ok, dans l'argument qui a été défendu tout à l'heure, c'était les perspectives bénéficiaires des entreprises qui finalement s'étaient bien comportées en 2023, contrairement à ce qui était attendu. Est-ce que c'est ça qui est votre driver pour faire vos choix sur la partie action? Alors, sur les bénéfices, évidemment, on ne connaît pas le futur, même si on regarde le consensus et ce que pensent les analystes. Il y a un risque effectivement de révision en baisse pour des raisons de conjoncture. Il y a un risque peut-être aussi de bonne surprise parce que personnellement, je pense que l'IA, pour revenir au sujet de base, hein, qui est le sujet transversal de nos trois tables rondes, l'IA va peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense permettre aux entreprises d'augmenter leurs marges. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Alors j'ai repris ici des graphiques qui montrent sur longue période, puisque c'est évidemment ce qui m'intéresse, donc depuis plus de 20 ans, la hausse tendancielle des marges des entreprises européennes, en haut à gauche, et à droite, l'évolution donc des frais de personnel en pourcentage donc des ventes. Tout ceci, c'est en pourcentage des ventes, bien sûr, avec un travail que j'avais mené dans le courant de cette année qui montrait qu'en fait, la hausse des marges des entreprises n'a pas été prise dans la poche des salariés, hein, comme c'est un vieux débat. En fait, les frais de personnel par rapport au chiffre d'affaires sont relativement stables. Il n'y a pas eu de décroissance importante là-dessus. On ne paye pas moins les gens par rapport à un euro de chiffre d'affaires encaissé. En revanche, ce qui a vraiment expliqué, de mon point de vue, au moins la moitié de la hausse des marges nettes qu'on voit apparaître sur le graphique en haut à gauche, donc c'est le graphique en bas à gauche qui vous montre l'évolution des frais financiers payés par les entreprises et qui vous montre l'impact de la baisse tendancielle des taux qu'on a connue depuis 10 ans, qu'on a vécu pendant 10 ans, qui s'est arrêté donc en 22. Et je pense que ça montre clairement un gain qui a été, je dirais, lié en bonne partie à la baisse des taux d'intérêt et sa contrepartie qui est de dire, c'est effectivement, on pourrait avoir une hausse de ce poste de charge à raison de la diffusion lente, comme on le sait, en fonction de la duration ou de la durée moyenne de l'endettement des entreprises, qui fait que la hausse des taux se diffuse lentement dans les années futures. Et ce qu'on peut dire aussi, le message que je peux envoyer sur ce sujet-là par rapport à l'IA, c'est que l'IA va probablement favoriser les entreprises qui ont des frais de personnel les plus élevés en termes sectoriels. Et donc apparaissent ici, en fait, dans la sectorisation FactSet, les frais de personnel en pourcentage des ventes avec les secteurs qui sont les plus, pour lesquels les frais financiers sont les plus importants. On va y trouver quand même pas mal de technologies, hein, ce qui montre bien que les avantages sur les marges nettes que les entreprises vont pouvoir obtenir par la généralisation d'outils d'IA, ça va bénéficier aux sociétés, notamment de technologies. Et quelque part, ce graphique-là le montre. Donc voilà, quelques éléments un peu en vrac. On ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais c'est un petit peu l'idée. Allez, on va passer tout de suite aux questions. Profitez. La seule chose qu'on n'a pas abordée, c'est le problème de l'immobilier au niveau mondial. Donc, on a une déformation de la location d'actifs du fait du quantitative easing, des taux d'intérêt à zéro. Et donc, on a constitué des bulles un peu partout. Et là, si vous promenez partout sur la planète, que vous alliez donc à Shanghai, que vous alliez à Sydney, que vous alliez à Phnom Penh, Saigon, Paris, les États-Unis, quand vous voyez quand même le niveau des prix, on est 30% au-dessus des prix qu'on avait pour les subprimes. Donc mon sentiment, c'est que là, et vous savez que toutes les crises systémiques, elles viennent de l'immobilier. Donc moi, là-dessus, je suis quand même très prudent, même si, donc là, ce que disait... parce que quand on regarde pourquoi ça s'est maintenu, vous regardez les achats aux États-Unis, ce sont les gens qui payent cash, et donc c'est en gros les gens qui sont riches, et qui ont continué donc à acheter du fait de rendements avec des loyers qui sont très élevés. Voilà, mais tout ça ne va pas durer éternellement. Ok, de toute manière, très clairement, poste d'attention, de vigilance pour tout le monde, aux États-Unis, en Asie et en Europe, l'immobilier, et en particulier, on sait qu'en Europe, il y a de gros sujets autour de l'immobilier, en Chine, de bureau. C'est 40 fois le revenu disponible. Hein. Allez, 13 fois à Paris. N'hésitez pas si vous voulez poser une question. On a un peu de temps pour y aller. Et profitez-en parce que l'année prochaine, ça sera peut-être des écrans d'ordinateur qui vous parleront. Alors...
c'est qu'il est évident que l'accroissement de la productivité, le partage de la valeur ajoutée a été largement en faveur de l'épargne, en fond, qu'en faveur des salaires. Et il n'est pas faux que malgré tout, on a quand même beaucoup gagné sur les actions, prenant des obligations. Mais cette structure qui nous accompagne depuis des années a sans doute un mérite, c'est que l'épargne disponible dans le monde, qui forme en fait un monde déflationnisme, comme vous n'avez pas assez d'argent au consommateur, il n'achète pas, donc ça ne fait pas de l'inflation, et en plus on produit en Chine. On va arrêter de produire en Chine, donc c'est un facteur inflationniste que va faire la transition énergétique, c'est un deuxième facteur inflationniste. Mais on a besoin d'énormément d'épargne pour faire cette transition énergétique. Donc en fait, cette mauvaise distribution des années passées va permettre d'avoir une épargne énorme mobilisable. Ce qui m'amène à la deuxième question, c'est le fait de parler de l'évolution européenne. Donc la question c'est qu'il y a des surcroîts d'offres considérables sur le marché capital, le déficit budgétaire à l'heure actuelle, notamment aux États-Unis. Premier point, qu'est-ce que ce déficit pèse à l'égard de la capacité d'une épargne absolument considérable de se mobiliser entre revenir du cours pour aller vers le long, pour tenir les taux longs. Et le deuxième élément, c'est que est-ce que le raisonnement pour l'immobilier n'est pas d'être plutôt favorable à la baisse des taux hypothécaires, parce que c'est elle qui ralentit la capacité d'achat et augmente la demande locative. Donc certaines analyses, contrairement à celles que vous faites, et que la hausse du prix de l'immobilier va relancer la hausse des loyers. Alors, on va reprendre les éléments. On va reprendre les éléments. Grosso modo, position sur finalement l'intérêt de l'excès d'épargne vu la situation actuelle face aux différentes problématiques, notamment le financement des déficits, les conséquences sur l'immobilier américain. Juste, je me permettrai de rajouter une question supplémentaire parce que vous avez présenté quelque chose comme étant une certitude. Et je me permets de le mettre en point d'interrogation, notamment par rapport à l'échange qui a eu lieu tout à l'heure sur la partie géopolitique entre la guerre entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que vraiment le monde va s'engager dans la transition énergétique et est-ce que les besoins de financement qui sont liés à cette transition énergétique auront vraiment lieu? Parce que si jamais ils ne s'engagent pas, les besoins ils disparaissent un peu. C'est juste une petite précision, puisqu'il y a aujourd'hui des débats européens sur la pertinence. J'ai des chiffres à vous donner sur la transition énergétique. C'est Artus qui les a donnés, donc on peut avoir confiance sur ces chiffres. Grosso modo, il faut 6% du PIB chaque année. Donc ça comprend 2% du fait de notre déficit extérieur, donc notre balance des paiements qui est déficitaire, et 4% pour pouvoir participer à la transition énergétique. Et la grande différence par rapport aux précédentes révolutions, parce que ça va être aussi une révolution, c'est qu'auparavant, vous aviez du capital et puis vous ajoutiez du capital sur du capital. Cette fois-ci, si on prend l'exemple de l'industrie automobile, qu'est-ce qu'on fait? On détruit du capital pour recréer du capital. Et donc, au bout du compte, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'investissement d'aujourd'hui produit la croissance de demain et produit machin truc chouette, les emplois et tout. Et donc là, on ne va pas vivre ce genre de choses. Et alors, la question, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent? Alors, il répond. Donc, il dit, il faut taper sur l'épargne des ménages, mais ce n'est pas suffisant. Puisque l'épargne des ménages, si vous prenez la France, on est à 18,4. On n'a jamais été aussi élevé. Ce qui prouve que les gens sont peut-être encore inquiets. Et ce qui fait qu'il y a des marges de manœuvre, mais ils ne veulent pas taper sur ce truc. Deuxième possibilité, on s'endette de façon supplémentaire. Mais compte tenu de notre possibilité personnelle, il y a des pays qui sont un peu plus vertueux que la France, puisque je crois qu'on est les recordman du monde en termes de déficit, dans des choses pas sympathiques. Troisième solution, il faut taper sur les dividendes des entreprises. C'est-à-dire, les dividendes sont colossaux. Donc là, je vous donne les chiffres. 65 milliards si on prend, je crois, le CAC 40. Vous rajoutez 25 milliards de rachats de titres. Vous trouvez 85 milliards. Donc ça veut dire quoi? Donc dans le futur, ça veut dire que
dans ce type de schéma, mais ça ne va pas se passer comme ça, ça veut dire que les dividendes vont baisser de façon incroyable et on va aller orienter l'argent de ces entreprises pour que plutôt que de verser aux actionnaires, qu'elles investissent dans la transition énergétique. Et puis, et donc, vous voyez bien la complexité. Alors moi, la réponse que je donne, c'est la Banque centrale qui va se mettre en face. Et donc, bien entendu, inflationniste. Véronique, réponse sur le déficit américain, le financement du déficit américain, et toujours là encore pour encourager le débat, et toujours en gardant en tête ce que j'ai entendu sur le côté géopolitique États-Unis, Chine. La position que défend Pierre Philippi, elle est, permettez-moi, finalement très mondialisée, parce que quand on analyse l'épargne, on l'analyse de manière mondiale. Et est-ce que finalement cette analyse ne peut pas être aujourd'hui challengée dans un environnement où chaque zone va plutôt penser pour elle dans le cadre de ces conflits de grande masse? Or, les Américains ne sont pas les champions du monde en termes d'épargne. Oui, alors d'abord sur la question de l'accumulation d'épargne, c'est vrai qu'on a des stocks d'épargne mondiale qui sont absolument gigantesques et qui ont plutôt augmenté sensiblement, et avec la dernière vague de hausse qui a été liée à la crise Covid en Chine l'an dernier. Et les Chinois ont conservé les niveaux d'épargne qui étaient ceux du début d'année. Donc, ils n'ont pas touché à leurs dépôts. Et ce qui est absolument gigantesque et qui participe probablement à cet équilibre et qui peut-être a évité d'ailleurs des hausses additionnelles des taux longs, la partie longue des taux, parce que quoi qu'on en dise, des taux longs à 5% avec une croissance nominale, je prends le cas américain qui est à 7% ou qui était encore à 7% l'an, c'est pas, ça pourrait être plus élevé. Normalement, on devrait être nettement plus élevé, donc c'est pas un niveau anormal, mais plutôt l'inverse. Est-ce que, et vous avez raison, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a la crise Covid nous fait gagner du temps par rapport à quoi? À la menace, à l'impact du vieillissement sur l'accumulation d'épargne mondiale. Quand on fait les estimations sur l'impact de ce choc à l'échelle mondiale, on devrait déjà être en phase de désépargne en Europe, on commencerait à l'être. À peu près dans 5 ans, c'est le cas des Américains. Et 2030-35, c'est l'Asie et en particulier la Chine, où là, la capacité d'accumuler de l'épargne disparaît et devient très négative, en fait. Donc, et du coup, le Covid et ce surcroît d'épargne qu'on a eu mondialement décale les choses dans le temps. Et ça donne une aisance, sans doute, en termes d'accès au capital et aux capacités de financement de ce gros effort d'investissement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les tensions géopolitiques vont permettre que ce capital disponible, mais quand même très concentré, quand on fait les masses, voilà, il y a quand même la Chine qui est là. Est-ce que les Chinois vont continuer à financer les besoins américains? Est-ce que les Japonais en auront même encore la capacité avec la réduction de leurs excédents courants? Sont les questions qu'on arrive à se poser ou à mettre en face de ce constat que pour l'instant, on n'a pas de problème de financement, effectivement, de cet effort. Vous avez complètement raison et je pense que c'est important de le rappeler, mais sans être certain que l'argent ira là où on en a besoin. Donc ça, c'est plutôt des cas de figure, des tensions, en fait, avec un environnement mondial assez éclectique, en fait, à bien des niveaux, et peut-être le reflet des tensions géopolitiques. La deuxième partie de la question, parce que là, j'ai répondu trop longtemps, c'était quoi? Moi, j'avais posé une question sur la transition énergétique, mais la réponse, pour moi, la réponse à la question de Pierre est donnée. Les autres.
Je pense qu'il y a un déficit, comme dans beaucoup de pays, il y a un déficit d'offres qui est assez considérable. Et alors aux États-Unis, ce déficit d'offres peut être réduit plus rapidement qu'en Europe, hein, mais tout ceci prend du temps et il y a des tensions sur les loyers. Et puis, je peux vous dire que les classes moyennes américaines qui investissent et qui continuent à investir dans l'immobilier américain, je ne vous parle pas des 1% les plus riches, hein, c'est des classes moyennes confortables. Celles-là, elles attendent un rendement. Elles le disent d'ailleurs. Moi, je peux encore investir avec un rendement à 7% ou à 6%. Et elles défendent, et c'est normal, enfin, c'est compréhensible, bec et ongle, le rendement. Donc la pression à la baisse des loyers, elle est très longue à se propager, à se constater. Donc voilà. Après, il y a un équilibre du marché qui est un sujet extrêmement difficile à aborder. On voit bien, hein, les ventes sont concentrées sur les logements de plus de 500 000 $. Ce n'est pas le Pékin moyen ou l'Américain moyen, en l'occurrence, qui est acquéreur. La part financière en cash a doublé. Hein. Donc, on passe à travers, effectivement, la hausse de taux. Mais quand vous regardez le niveau du revenu éligible pour avoir accès à un emprunt hypothécaire, j'en oublie même. La courbe, elle est vertigineuse. Elle est comme ça, exponentielle. Hein. Donc, petit à petit, ces effets-là de masse vont finir par l'emporter sur les effets marginaux qui ont temporisé la baisse du marché. Et c'est là qu'on commence à se dire, tiens, on est peut-être en train d'approcher quand même ce point d'inflexion où les choses pourraient s'accélérer à la baisse de manière très rapide. Et je pense qu'on est plus proche de ce risque-là aujourd'hui que l'inverse. C'est peut-être pour ça que la Fed finira par accepter que les taux longs baissent un petit peu in fine, mais quand elle aura l'évidence que les choses sont un peu plus sévères à ce niveau-là. Ok, parfait. Je vous propose, Hubert, très rapide, parce que sinon après on va déborder. Je me faisais la remarque en écoutant l'exposé initial sur le fait que les gains de productivité n'existent plus, de Véronique, puis derrière toutes les questions de financement. Pourquoi la productivité n'augmente pas? Je pense qu'il y a une des raisons, c'est la baisse de la fiscalité, la baisse générale de la fiscalité. Quand on est dans des fiscalités élevées, la productivité montait davantage, hein, en tout cas historiquement. Et comme on a ces problèmes de financement, est-ce qu'il ne faut pas voir dans nos stratégies, peut-être pas de court terme, sûrement pas de court terme, une hausse générale de la fiscalité à voir qui viendra des États-Unis? Est-ce que ce phénomène n'est pas déjà engagé? Très, très lentement. Je pense que c'est l'aboutissement logique. C'est l'aboutissement logique. C'est peut-être pas les États-Unis. Quand je vois ce qui se passe en Allemagne, on se dit peut-être que les Allemands vont finir par craquer là, hein. Et que ça va forcément signifier un changement. Il va bien falloir financer quand même. Hein. Quand on parle de souveraineté, d'indépendance énergétique, ça prend une autre teneur, hein, une autre importance. Et dans ce cas-là, les murs peuvent bouger beaucoup plus vite. Hein. Mais je pense qu'effectivement, la conclusion, c'est celle-ci. On va vers une augmentation de la fiscalité. Qui prendra le risque en premier? Alors, il faudra que le pays soit acculé. C'est pour ça que je vois plutôt l'Allemagne éventuellement. Mais moi, les propos de Janet Yellen, il y a 3 ans maintenant, hein, enfin juste après quand elle a dit qu'il faudrait augmenter la fiscalité des entreprises, mais si nous, on le fait tout seul, on prend trop de risques. Quand même, la secrétaire d'État au Trésor américain qui nous a tenu ce discours. Donc, on est passé par l'OCDE, c'est-à-dire qu'on a accouché d'une coquille vide. Et donc, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'effectivement, quand les prochains États vont se trouver acculés face à des problématiques comme celle-là, il y aura sans doute des initiatives plus indépendantes et avec une prise de risque proportionnelle. Ça me paraît dans les tuyaux. Dire est-ce que c'est 2024 ou 2027, je ne sais pas. Voilà, mais c'est la suite logique. Super. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de vous dégourdir les mains en applaudissant nos invités. Merci à eux de leur réponse. On va naturellement continuer les échanges dans quelques instants. Peut-être que le président du Cercle des analystes indépendants veut nous dire un mot pour... Oui, donc merci pour votre présence. J'espère que ces quelques échanges vous permettront de construire vos scénarios, votre scénario 2024. Donc l'heure est venue, je crois, de nous lever, d'aller prendre le verre de l'amitié, de remercier Jean-François.